Je suis à Paris, dans le 14e arrondissement, aux côtés de Michel Bauger. Écoutez, je vous remercie de vous intéresser à la symplonicité. C'est un phénomène que j'ai découvert à partir de 1989. La quoi Symplonicité. Symplonicité. Donc nous allons parler de la symplonicité parce qu'il faut vraiment que je vous dise. Michel m'a envoyé un email sur Élévation en disant j'ai des choses à dire, pourquoi vous venez pas? Donc je viens, mais j'ai rien préparé, je ne sais pas, voilà. Alors je découvre en même temps que vous. On parle de la symplonicité, c'est-à-dire. Alors pourquoi la symplonicité? Parce que j'ai découvert que la synchronicité intéressait un certain nombre de personnes, et la symplonicité est à l'espace ce que la synchronicité est au temps. Temps, synchronicité. Et la symplonicité, c'est ce phénomène qui apparaît sur des cartes géographiques de pays ou de villes. Et par le plus grand des hasards, mais y a-t-il un hasard, Paris, de par sa configuration et ses 6300 rues, est la ville où la symplonicité s'exprime le mieux au monde. Pour l'instant, c'est ce que j'ai découvert et c'est ce que je vais vous expliquer. Depuis 1989, vous avez donc tiré non pas des plans sur la comète, mais des plans sur des cartes, des lignes droites, un point A, un point B, et vous avez découvert grâce à la symplonicité que si vous voulez, ces lignes sont des lignes de sens. C'est-à-dire que ce que l'on observe, c'est que cette ligne finit par raconter une histoire. Alors pour cela, il faut qu'on revienne à la genèse de ma découverte. Moi, je m'intéresse à la géométrie dite sacrée depuis les époques à peu près de ma découverte. Par le hasard de la vie, un jour, quelqu'un me parle du dodécaèdre. Et je veux en savoir plus. Il y avait très peu de littérature sérieuse sur ce lit dit platonicien. Et voulant en savoir plus, je découvre qu'il contient le nombre d'or dans toutes ses proportions. Et je me dis, il est analogue à l'étoile à 5 branches, le pentagramme, qui contient lui-même le nombre d'or dans toutes ces branches, en quelque sorte. Et je fais l'acquisition d'un livre que j'estime majeur sur le pentagramme. C'est l'étoile flamboyante d'un dénommé Jacques Trescaz. Jacques Trescaz. Et il n'en manquait pas une. Absolument. Très drôle. Alors, je lis avec attention ce livre et je ne me pose pas de questions particulières, sauf sur un petit chapitre de 3 pages qui traite de la géographie sacrée de la France. Alors là, j'avais jamais entendu parler de ce sujet et ça m'interpelle. Sur une carte de France, sont représentés 2 pentagrammes, un petit et un grand. Dessinés, les pointes des pentagrammes sont au nord les principales cathédrales de France, Amiens, Rouen, Reims, Chartres, Sens. Et le grand pentagramme, c'est Notre-Dame de Paris, Nantes, Dijon, Bordeaux, Valence. Vous avez dit les principales cathédrales, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui sont en dehors du pentagramme. Il y en a d'autres qui sont en dehors parce qu'on peut pas. Parce qu'on peut pas quoi. Bah oui, mais d'un autre côté, si on prend pas tout, ça veut peut-être dire qu'il y a erreur. Dans les pentagrammes, on crée, non ? Là, vous voyez ce que je peux vous dire ? On est dans un discours logique et on va rentrer là dans une autre appréciation de la réalité. Bon, alors attendez, je vous interromps 2 secondes parce que dodécaèdre, maintenant, c'est loin. C'est à partir du dodécaèdre que vous avez commencé là-dessus. Moi, je me souviens de certains bouquins et même de certaines boutiques qui vendent des dodécaèdres, ça dégage des bonnes ondes, ça protecteur, tout ça. Soi-disant. Oui, parce que nombre d'or, etc. Voilà. C'est vrai, ça ? Il faut avoir son petit dodécaèdre plutôt qu'un crucifix chez soi ? Vous avez testé ? Moi, j'en ai un ici. J'ai pas de connaissances, je suis pas radiesthésiste. Non. J'ai pas de sensibilité à ce niveau-là pour pouvoir répondre
D'accord, la à question. cette question-là. C'est joli. Je peux répondre à d'autres questions, c'est joli, puisqu'il contient le nombre d'heures. Toute forme qui contient le nombre d'heures est par essence harmonieuse, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bon, c'est bon. Est-ce que les ondes de forme agissent sur le métabolisme des gens ? Ça va. Vraisemblablement, mais ça va dépendre des gens, et je n'irai pas jusque-là. Ça peut être placebo. Ça peut être placebo. Mais Bon, d'accord, c'était juste pour savoir. Alors Absolument. revenons sur cette géographie sacrée. oui, alors je suis interpellé parce que je me dis, je peux saisir l'ensemble des chapitres de ce livre sur l'étoile changeante, sauf que cette histoire-là, ça m'épate. Alors il dit quoi? Il dit que donc on a construit des cathédrales pour faire des pentagrammes. Il dit rien, il dit voilà, vous constatez qu'il y a 2 pentagrammes sur la France. Et déjà, je vais en savoir plus. Je me dis, je rencontre l'auteur. Parce que D'accord, moi, vous aviez quel âge? 80... Moi, j'avais 89, je suis né en 44. Oui. Bon, il n'y a plus qu'à calculer. C'est vous qui avez le crayon, c'est pas moi. Oui, mais là, au moment où vous lisez ce chapitre-là, qui vous ouais. interpelle et qui est la base de votre recherche, vous dites pas que la France est un hexagone, grosso modo, ouais. et qu'on peut faire tout ce qu'on veut comme tracé pour faire des étoiles de David, des pentagrammes, etc., en prenant quelques monuments. Mais ce sont les principaux. Oui, mais justement, comme c'est que les principaux et pas la totalité des cathédrales, je trouve déjà louche d'en déduire que c'est lié à des pentagrammes. Oui, moi je trouve pas ça louche, mais je veux en savoir plus, j'ai besoin d'explications. Je rencontre l'auteur, le monsieur en question vit toujours, il a 85-90 C'est ans. quoi ce bruit qu'on entend Là, vous avez monté un bar à côté de chez vous Non, mais... des bouteilles d'eau. Je ne peux pas vous dire, hein, il y a des trafics de bouteilles d'eau. Ça ressemble plutôt à des bouteilles de vin. À mon avis, on est à Paris, ils boivent beaucoup. Et pas que de l'eau. Mais vous, ça va, c'est bon, vous êtes Moi, clean. ça va, Alors, on est à l'eau. Oui, alors, on en était à cette curiosité. Oui, à l'auteur, je rencontre l'auteur, qui est un franc-maçon de bon niveau. Bon niveau, pour s'intéresser à la géométrie sacrée, il faut déjà avoir une culture. Donc, c'est un monsieur qui... Il pourrait être rosicrucien. Oui, il aurait pu, mais disons qu'il est de bon niveau, conseiller du gouvernement. Il a rencontré les présidents de la République. C'est un énarque, je pense, c'est quelqu'un de... Donc, politiquement... Qui rigole pas. Si, il est très sérieux. Enfin, c'est un monsieur sérieux. Qui a pas fait ce livre pour comme vous, les gens sérieux ont souvent de l'humour. Hein. Les plus intelligents et les plus beaux ont souvent de l'humour. D'accord. Mais mon humour est déplorable, hélas. Cher monsieur, on fait ce qu'on peut. Difficilement. Alors, donc, il n'a pas écrit ce livre pour rigoler. Lui, il a de l'humour, mais il l'a fait sérieusement. Oui, lui, il estime que ce livre a du sens. Bon. Et il me dit pas tout. Il me dit cherchez et vous trouverez. Enfin, il ne me le dit pas aussi nettement, mais ça veut dire ça. C'est bien franc-maçon avec leurs secrets. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Et je l'ai revu l'année dernière. Il est quand même assez estomaqué de ce que j'ai trouvé. Parce que j'ai trouvé, il ne pouvait pas soupçonner que ça irait jusque-là. À partir de son petit chapitre. À partir de son petit chapitre, qui a éveillé ma curiosité, parce que quand il me dit, il me dit, mais ça correspond à l'âme de la France. L'âme de la France a une âme. La France a une âme. Je croyais que c'était la fille aînée de l'Église déjà. C'est ce qu'on entend. Hein, alors, je suis parti de cette interrogation, l'âme de la France. Et là, je me suis dit, mais bon, y a-t-il un personnage historique français parmi les milliers qui ont traversé l'histoire, et qu'est-ce qui pourrait, par analogie, représenter l'âme de ce pays? Oui. Et si je vous pose la question, qu'est-ce qui vous viendrait à l'idée? Moi, c'est Jeanne d'Arc, mais bon... écoutez, comme par hasard, c'est moi, je suis arrivé à la même conclusion. Fichtre. Ça aurait pu être... on aurait préparé le coup, ça aurait été pareil. Et ça aurait pu être Saint-Louis. Oui, je l'aurais dit en deux. Voilà, moi, connaissant bien l'épopée de Jeanne d'Arc, j'ai dit Jeanne d'Arc. Et je me suis aperçu de quelque chose. À partir, il faut que je vous dise autre chose. Dans ma quête du fait que je suis curieux, j'avais connu à l'âge de 19 ans une revue qui parlait à l'époque de ce qu'on appelait
réalisme fantastique, la revue Planète de, Oui, de bien Louis sûr. Powell, issue du Matin des magiciens. Bien entendu, quand je suis rentré chez vous, j'ai vu que vous aviez toute la collection. J'ai une bonne partie du démarrage. Avec Jacques Bergier aussi. Jacques Bergier. Et dans l'un des premiers numéros que j'ai lu, il y a eu un article sur un sujet dont je n'ai pas su quoi faire pendant 20 ans. Ça correspondait aux ovnis. Il s'est passé une chose en Europe, principalement en France. En 1956, il y a eu une vague d'ovnis. Et un journaliste d'investigation de l'époque, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas toute l'hypercommunication d'aujourd'hui, mais il a fait une enquête assez sérieuse. Il a statistiquement relevé un jour J toutes les apparitions dont on parlait dans cette vague d'apparitions. Et il s'est aperçu qu'elles formaient des lignes. Alors, bah oui, ça faut bien aller quelque part. Formaient des lignes. Oui. De Et- ces ovnis, de ces objets Ouais, volants. le même jour, On l'a vu là, et là, et là, d'accord. des lignes droites. Bon, je n'ai rien pu faire de ça, parce que je ne suis pas spécialement un adepte de ces théories ufologiques, etc. Donc moi, j'ai rien fait de ça, mais ça m'était resté en mémoire, quand même, ces alignements. Et j'ai eu l'intuition, quand j'ai vu la géographie sacrée de la France, avec ces deux pentagrammes, de relier les pointes des pentagrammes par des lignes. Oui. Ou prolonger les faces, les lignes du pentagramme, en les prolonger par des lignes. Oui. Et revenons à Jeanne d'Arc, je me suis dit, mais puisque je cherche une analogie avec un personnage, en fait, qui est la transition entre le monde temporel et le monde spirituel, puisque l'âme, c'est quelque chose qui gravite autour de ces mêmes Oui. sujets. Est-ce que le destin de Jeanne d'Arc serait pris en considération Sur ces lignes par ces lignes? Eh ben, ça devrait se terminer à Rouen, alors. Alors ça se termine à Rouen parce que je vous rappelle que la ligne du petit pentagramme, c'est Reims-Rouen. Et la mission de Jeanne, en quelque sorte, c'était de faire sacrer le bon roi de France à Reims, ce qu'elle fit, et la pauvre, elle termina dramatiquement à Rouen. Ah tiens, ça colle de cette façon-là déjà. Bon, c'est un hasard. Ça colle. Quand on me parle d'analogie et quand on me parle de tirer des lignes, c'est facile de faire des comparaisons, des associations, et c'est pas vraiment un grand raisonnement. Excusez-moi. Non, mais monsieur moi, je Boisel. cherche pas à raisonner. Attendez, je continue. Moi, je raisonne et je vous écoute en même temps. Déjà, ces trajets d'OVNI, quel rapport alors, Aucun rapport, si ce n'est que ça a existé, Oui, mais ça et faisait que pas ça m'a permis d'utiliser le parcours des OVNI. le phénomène que ça s'alignait, que c'était un hasard. Non, mais attendez, les ovnis, ils ne s'alignent pas. C'est-à-dire qu'à différents points géographiques, il y a eu une constatation qu'un ovni était là, par une personne. Mais, alors après, vous avez fait des traits. Non, c'est pas moi qui les ai fait. Non, mais les c'était traits le ont été journaliste. faits C'est-à-dire avec qu'on a relié ces points. mais de témoignages. Donc ça se trouve, il a fait une grande boucle, Ah bah, l'ovni, bien il a sûr, fait tout bien ça, sûr. personne ne l'a vu, puis après. Donc c'est On pas est d'accord. forcément un trait. C'est pas l'OVNI qui a fait le trait, c'est les apparitions C'est qui juste au fur et à constituent. mesure. C'est des lieux Mais d'apparition. D'accord, mais qu'est-ce qu'il nous dit encore une fois que pour pas faire joli, on mettrait de côté 2-3 petits points qui sembleraient illogiques, comme mais- certaines cathédrales pour faire le pentagramme, et que ça permettrait de faire quelque Oui, chose de plus peut-être. rigoureux. Mais peu importe, D'accord. la Partons sur le principe. réalité de la découverte, elle passe par ces lignes. Et je dis pas que c'est mathématique, ça apparaît comme ça, et le résultat, c'est que c'est cohérent. Parce que je pars de choses qui peuvent paraître bizarres, Oui. mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la cohérence du bizarre, en quelque Oui, sorte. mais pour l'instant, je vois pas grand-chose de Mais pour cohérent. l'instant, vous verrez. Mais bon, ça fait déjà 1 heure qu'on discute, mais on va y arriver. Ouais. Donc, je vous disais déjà, le but de sa mission et sa mort, c'est comme par hasard sur 2 villes des cathédrales Du précitées. pentagramme, voilà. Et quand on relie Amiens, la pointe du grand pentagramme, à Dijon, Oui. on obtient une ligne sur laquelle se trouve le démarrage de
l'histoire officielle de Jeanne d'Arc. Parce que son épopée démarre quand elle rencontre le sieur de Vaucouleurs en lui disant « Moi, j'ai une mission, c'est... » Oui, bon, c'est quand elle entend les voix quand même. Oui, mais elle les entend à Don Rémy. Ça reste... C'est quand même le début. C'est le début, mais c'est de là... Je suis contrariant. Hein. Non, mais moi, c'est ça qui est intéressant. Bon. C'est ça qui est intéressant. Sa mission démarre là, parce que la première fois qu'elle lui raconte son histoire, oui, son départ, son combat. Et elle lui a fait une prévision de quelque chose qui se passerait. Et quand elle va le revoir une deuxième fois, ce qu'elle lui a dit s'est révélé. Donc, et il l'écoute d'une autre façon. Et il accepte de lui donner quelques gendarmes pour traverser la France et rejoindre Charles VII en Val-de-Loire. Donc c'est réellement à Vaucouleurs que ça démarre. Et dans l'histoire de son épopée, parce qu'en résumé, il faut quand même considérer que, quoi qu'on dise au niveau de la mythologie chrétienne, mais la réalité historique, c'est qu'elle a quand même réglé le sort de la guerre de 100 ans en 3 mois. En 3 mois, et qu'elle a été suivie par bon nombre de combattants. Ça, c'est la réalité. Et la réalité, c'est aussi qu'elle a été abandonnée par le roi et qu'elle a cramé à Rouen. On est d'accord. Mais dans l'épopée militaire de Jeanne, les spécialistes reconnaissent qu'il y a une bataille qui est miraculeuse. Il y a quand même des faits qui sont... Et c'est quoi cette bataille ? C'est Patay. Parce qu'en général, à l'époque, quand les armées s'affrontaient, ça faisait du grabuge à peu près équilibré des deux côtés. Il y avait à peu près autant de morts et de blessés d'un côté que de l'autre. Sauf que la bataille de Patay, il y a, je crois, 2000 ou 3000 Anglais qui sont out, très tamés, et il n'y a que 3 morts du côté français. Étrange et mystérieux. Ça voudrait dire que Dieu se mêle de la guerre ? Moi, je ne rentre pas dans cette phénomène. Je dis simplement que là, on a un phénomène hors du commun, et ce qui correspond déjà au personnage. Oui, bien sûr. Personnage qui écrivait aux Anglais en disant « Écoutez, je suis là, vous allez perdre, rendez-vous avant qu'on vous tue. » Dieu me dit que je dois récupérer le terrain, rendez-vous. Et puis on rigole, et malheureusement, Dieu serait derrière l'affaire, c'est très étonnant. Alors, Patay se trouve on revient toujours à mes 2 pentagrammes, entre la ligne, entre le point de Rouen, toujours petit pentagramme, et Chartres. Chartres, on tire une ligne. Oui. Et elle vient à télescoper une autre ligne du grand pentagramme, puisque ça c'est une ligne du petit pentagramme, sur le champ de bataille de Patay. Pile poil. Donc là, un tel hasard venait analogiquement conforter mon hypothèse que Jeanne d'Arc, personnage entre le monde temporel et le monde spirituel, ça marchait. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que le chef de la France à l'époque, c'était Mitterrand, et qu'il y avait également des points de correspondance par rapport au pentagramme correspondant à la quête de pouvoir de Mitterrand. Il faut savoir que Mitterrand, il n'a jamais quitté Château-Chinon. Toute sa carrière politique s'est faite à partir de Château-Chinon. Après la guerre, Schuller, qui était le trésorier de la cagoule, pour faire un peu d'histoire contemporaine, après la grande histoire de France, lui avait dit « Tu veux faire de la politique, place-toi là, bouge pas, et attends ton heure », ce qu'il a fait patiemment, parce que c'était un homme patient, cultivé et patient. Et il y a une ligne qui va de Amiens, qui passe par Sens, qui, en étant prolongée, passe par Château-Chinon. Oui. Vous me direz, là encore... Vous avez travaillé dans la SNCF pour faire des lignes Non, mais c'est comme ça. Et je suis donc sur le personnage qui correspond à l'âme de la France. D'accord. Le président, c'est quand même j'allais dire l'être suprême. Vous comprenez ? Restons simples. Mais le personnage le plus important. Mais Monsieur Boger, vous m'étonnez énormément en tant que président. J'aurais pensé, et pour la déclinaison avec Jeanne d'Arc, que vous parliez de Charles de Gaulle.
qui était quand même plus dans sa lignée. Il a sauvé la France aussi. Ouais. C'est étonnant que vous êtes... Ouais, mais bon... on fait les lignes qu'on veut. Hein, j'ai l'impression non, mais que, non moi, je fais pas les lignes que je constate une chose. À l'époque de ma découverte, c'est pas Charles de Gaulle, c'est Mitterrand qui est là. Oui, mais je suis étonné que... Moi, je fais aussi des correspondances avec le temps, parce que mais je me au suis niveau aperçu... de l'âme de la France, entre Mitterrand et Charles de Gaulle, je ne fais pas de politique, mais enfin, celui qui a sauvé les Français et la France, c'est de Gaulle. Ouais, on est d'accord. Oui, comme Jeanne d'Arc. Il y a un point bien précis, il n'aurait pas été là, ce gars-là. Mais moi, j'ai fait des recherches sur De Gaulle. Sur De Gaulle, oui. J'ai jamais rien trouvé d'intéressant, aussi curieux que ça. Et croyez-moi, j'ai cherché sur des milliers de lignes. J'ai jamais trouvé quoi que ce soit d'intéressant sur Charles de Gaulle. C'est bizarre. Hein. Bah oui. Donc on a l'âme de la France, c'est Jeanne d'Arc. On a le président de l'époque. Oui. Et bon, j'aurais pu ne pas aller plus loin. Parce que, bon, je me suis dit, même au départ, bon, c'est des hasards. Moi, je ne savais pas ce qu'était tout le phénomène encore. Sauf que, en prolongeant la droite Reims-Rouen, on arrive sur le Havre. Je suis originaire du Havre. Et en prolongeant la ligne Amiens-Sens, qui passe par Château-Chinon, ça passe sur un tout petit village de la Nièvre où j'ai ma résidence secondaire, Pouclorme. Ah oui, c'est quand même bizarre. Et dès qu'on est concerné, on commence à voir les choses. Ça fait trois cas. Et ça a été suffisant. Moi, ça a été suffisant pour me dire il y a quelque chose. Je vous écoute, et loin de moi de vous contrecarrer systématiquement. Mais j'essaye de comprendre votre méthode. Vous avez raison. J'essaye de comprendre votre méthode avant que nous disiez, révélation, grande révélation. Vous me parlez de la ligne Rouen-Havre, où vous êtes... Le Havre, oui. Vous me parlez ensuite que dans l'autre sens, pof, on arrive jusqu'à votre résidence secondaire en passant par Sens. Ouais. Mais quand vous tracez vos lignes, vous faites un trait et puis vous attendez d'avoir quelque chose qui se répercute pour arrêter cette ligne ? Non. En ce qui concerne la résidence secondaire, l'axe horizontal du Grand Pentagramme, Nantes-Dijon, passe sur ce village. D'accord. Et l'axe Amiens, pointe du Petit Pentagramme, qui passe par Sens et qui vient télescoper cette ligne horizontale où il y a déjà mon visage, passe aussi sur le village. C'est ça qui est étonnant. Oh. Vous avez deux lignes de sens qui viennent sur ce village. Sur ce village, mais à force de tirer des lignes partout, je sais pas, au niveau mais partout. Du pourcentage de réussite, on doit toujours tomber sur un endroit qu'on a, soit on y est né, soit on a passé ses colonies de vacances, soit ça ne marche pas du tout comme ça, parce que un lieu comme ça, il y a 36 000 communes en France. D'accord. Et ça apporte quoi alors ça apporte quoi ? C'est déjà curieux. Oui. Vous voulez savoir tout de suite à quoi ça sert ? Hélas, le temps passe. Cher monsieur, alors moi je pense à une chose. Qu'est-ce que vous avez là ? Vous avez écrit un... Ça c'est le petit livret, parce que de cette découverte de ce phénomène, je me suis dit, ça pourrait intéresser les gens. Vous avez écrit votre recherche ? J'ai donc, moi, à chaque fois que je trouve des lignes de sens, je fais 2 ou 3 feuilles avec des cartes et puis l'histoire de cette découverte. Mais il faut que je vous dise au préalable... Et donc c'est là-dedans ? C'est le démarrage d'un livre. D'accord. Mais bon, moi, je n'ai pas un ego démesuré, parce que je connais des gens qui font des livres pour se faire plaisir et qui ne les vendent pas. Moi, je me suis dit, je suis un ancien commercial. Moi, je veux d'abord savoir si ça intéresse les gens. D'accord. Pourquoi ? Parce que quand je parle aussi bien des gens de ma famille ou des amis... C'est délicat. Ils me prennent pour un charlot. Dans la famille. Oui, parce que nul n'est prophète dans son pays, encore moins dans sa famille. Alors, ceci dit, je parle tout de suite du livret. Il est accessible sûrement en passant par chez vous. Et c'est le début d'un gros bouquin, donc vous continuez. Mais vous l'avez édité pour partager votre recherche et votre savoir. Absolument, pour la faire connaître. Donc, je vois 3 €. 3 €, donc c'est donné. Merci bien. Il me l'a donné. Et en plus, c'était mon intention. Merci. Donc, et là, on voit déjà le beau travail. J'explique la genèse de la découverte. Mystère Paris.
Et Paris Mystère. je ne perds pas la question que vous m'avez posée. À quoi ça sert tout ça? Alors, moi, j'ai une réponse. Il faut revenir à la synchronicité, puisque je vous ai dit que la synchronicité était à l'espace, donc aux cartes, ce que la synchronicité est autre. Or, j'ai donc étudié d'assez près l'œuvre de Jung, le découvreur, Carl Gustav Jung, le découvreur de la synchronicité, élève de Freud, et spécialiste du subconscient et de l'esprit en quelque sorte, parce que c'est ce qui a fait qu'il s'est échappé de la voie de Freud. Freud était génial, mais il était quand même assez obsédé sexuel, et dans le monde de la psyché, Jung estimait qu'il y avait des choses, il n'y avait pas que ça, vous le dites si bien, et qu'il y avait une profondeur que... Donc, ils se sont séparés, et il a quand même, Jung, essayé de comprendre ce phénomène de synchronicité. Entre autres, de l'inconscient, des symboles. Voilà, des symboles. Et il en a parlé à un des plus grands cerveaux de son époque. Mais on n'a pas parlé pourtant, non. Non, mais c'était dans les années 20. Hein. Ah oui, j'étais pas... Oh, j'avais 10 ans. Ouais. Donc, il avait parmi ses patients un grand cerveau de la physique quantique, Gustave Pauli, qui avait beau être un très grand cerveau sur le plan des mathématiques et de la physique fondamentale, mais qui avait, ça n'a aucun rapport, des problèmes psychologiques. Donc, il l'avait comme patient. Et en dehors de leurs échanges sur le plan thérapeutique, ils échangeaient sur la synchronicité. C'est quoi ce phénomène? Et le gars, disons, Pauli était quand même un très grand cerveau du XXe siècle. Ils en ont discuté pendant 20 ans. C'est au bout de 20 ans que Jung a commencé à publier ses recherches. 20 ans d'échanges avec deux grands cerveaux. Et en fait, il cherchait le lien entre le monde phénoménal et le monde de l'esprit, pour rester avec des mots simples. Hein. Je peux en employer des plus compliqués. Déjà, je suis déjà un peu perdu, mais voilà. Ça va. Alors, moi, je me suis dit, puisque ça a un rapport, ces lignes de sens avec la synchronicité, allons plus loin. Et c'est comme ça que j'ai fait... donc, j'avais dans un bureau, dans une activité professionnelle passée, et en 2009, j'avais une carte de France, parce que sur le petit livre, voir mes deux petits pentagrammes, ça ne me parlait pas. Et je me suis dit, pour que ça me parle, il faut que sur une carte Michelin. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Ça a commencé à me parler. Et j'avais donc ça dans mon bureau, cette carte Michelin dans mon bureau. Et un jour, je reçois une visiteuse dans mon bureau qui me dit, c'est quoi votre carte de France? Moi, j'ai dit, écoutez, je suis un peu particulier. Je tire des lignes comme ça. Et je m'amuse, quoi. Parce que c'était un hobby, quoi. Je savais pas trop. Difficile à expliquer. Elle me dit, alors je lui dis, vous savez, je suis un peu spécial, je tire des lignes. Elle me dit, vous savez, je connais un garçon aussi spécial que vous, mais lui, au lieu de tirer des lignes sur la France, il les tire sur Paris. Et figurez-vous que c'est une relation, un ami d'un ami. Il vient de publier un livre, il s'appelle Thierry Vandler, c'est un Strasbourgeois, et lui, il vient d'écrire Parisis Code. Parisis Code. Code. Thierry Vandler. Thierry Vandeleur. Je vais sur Internet et je découvre ce qu'il a écrit. Sur Paris. Il était strasbourgeois. Je trouve son téléphone, je l'appelle. Je lui dis, il faut absolument que je trouve votre bouquin. Je lis son bouquin. Là, je suis estomaqué parce que moi, j'avais trouvé quoi? En 89, 20 lignes, qui étaient certes, avaient du sens, mais ça n'allait pas loin. Et puis sur toute la France. Lui, il en trouve des centaines, voire des milliers sur Paris. Mais c'est normal, il y a beaucoup de rues. On est d'accord. Et là, je suis littéralement sidéré. Et je prends contact avec lui. On devient amis, d'ailleurs.
Et jusqu'au jour où je m'aperçois que la symplannicité met en ligne quelque part des faits précis géographiques, mais que ça correspond aussi à l'histoire, et à l'histoire également de celui qui trace les lignes. Qui trace les lignes. Et où je veux en venir, c'est que je finis par mieux le connaître, et lui, dans ses livres, il raconte souvent qu'il est né à Troyes. Moi, je suis né au Havre, je vous l'ai déjà dit. Ligne, Le Havre. Troyes, mais précisément la maternité où il est lu, le domicile de mes parents. Précisément. La ligne de 312 km traverse la nef de Notre-Dame. Il faut bien qu'elle passe quelque part. Eh bien, oui. Bon. Thierry Vandler habite 92 avenue Jean Jaurès à Strasbourg. Analogiquement, puisqu'on est dans le domaine du symbole, des rues Jean Jaurès, il y en a partout. Il y en a une à Paris. Mais du 92 Jean Jaurès, il n'y en a qu'un. 92 Jean Jaurès, 57 avenue du Général Leclerc ici. Ligne, alors que l'autre est presque horizontale, elle est presque verticale. Où elle se croise, transept de Notre-Dame, sur la flèche. Bon, donc, alors, à l'époque, nous étions les deux tireurs de ligne, entre parenthèses, tireurs de ligne, les plus pointus sur ce sujet. Je me suis aperçu depuis qu'il y en a d'autres. Mais c'est ces deux lignes là. Je veux bien pour l'horizontale, mais la verticale, elle n'est pas vraiment à la verticale. Non, quand je dis presque verticale, c'est pour donner une image. Entre Strasbourg et Paris. Non. Strasbourg, Le Havre, c'est une oblique. Oui. Et l'autre est une oblique. Mais le point de jonction, c'est Notre-Dame. Vous savez, on va faire un point de jonction puisque nous sommes déjà arrivés au bout de la première partie et on se retrouve dans la seconde. On s'accroche, on découvre des merveilles. Je n'ai pas encore compris l'utilité du bazar, mais on va le savoir. On va le savoir. On se retrouve tout de suite.